garde. Le Normandie-Niemen. L'intégration des Français dans la Royal Air Force. Le premier patron du Normandie, celui de la constitution de l'unité à partir de l'âge. Le numéro 5, si j'ai bien vu. Avez-vous vu le 5? Celui-là, le numéro 14, il y a 11 en réalité, est aux couleurs de l'avion de Marcel Lefebvre. Marcel Lefebvre était né en 1918 et Lefebvre fut, de pilote de Normandie-Niemen, sans doute le plus décoré, le plus révéré par les soviétiques. Il a disparu lors d'une mission en mai 1944 sur une bête panne idiote, une durite qui avait lâché. Son moteur a surchauffé, il a pris feu, il s'est posé en flamme sur un terrain et malheureusement il a brûlé. Il a été tellement brûlé qu'il n'a pas survécu. C'est devenu en Russie soviétique d'abord, puis Russie tout court. Lefebvre est devenu un véritable héros. De nos jours, il est encore révéré, il est considéré comme un des piliers en matière de savoir-faire dans l'aviation de chasse, considéré comme un exemple et encore cité régulièrement dans les soviétiques. Dans les avions dans le ciel, on en a un qui a le numéro 4 sur son fuselage, et le numéro 4, c'était l'avion de Monsieur le Comte Roland de la Poipe. Roland de la Poipe, un sacré personnage qui, pendant la guerre, a été 18 victoires au Normandie-Niemen, dont 16, je crois, homologuées. Roland a été, on est quelques-uns à l'avoir connu, c'était un personnage truculent, tonitruant, c'était un ingénieur de formation, et c'est quelqu'un qui, après la guerre, a inventé des tas de trucs étonnants. Vous vous rappelez du berlingot DOP? Le berlingot DOP, c'est Roland de la Poipe qui l'a inventé. Vous vous rappelez de la Méhari, la première voiture en Gilac? Eh bien, c'est Roland de la Poipe qui l'avait dessiné, inventé et créé. Tetra Pak. Le Tetra Pak, c'est Roland de la Poipe. Quand vous achetez du lait dans un Tetra Pak, vous achetez une création de Roland de la Poipe. Et puis, il a été aussi le créateur du Marineland sur les bords de la Méditerranée, ce parc à thème maritime. Et je me demande, c'est pas lui, Roland, qui avait dessiné ce bimoteur push-pull absolument superbe. Le numéro 5 qui est en train de rouler devant nous. Voilà de la Poipe qui se pose. L'avion, en réalité, est piloté par Georges Chauveau, qui a restauré ce yak. Au roulage, le numéro 5 est l'avion qui est aux couleurs du seul Antillais du Normandie-Niemen. Il y avait un Antillais, un pilote Antillais, au Normandie, qui s'appelait Roger Sauvage, qui était, lui aussi, faisait partie des personnages truculents, du neuneu, de ce qu'on appellera plus tard le neuneu. Ce groupe s'est appelé Normandie pendant quasiment toute la guerre, mais c'est après des batailles absolument épiques pour le franchissement du fleuve Niemen que Staline lui-même a pondu un texte, c'est un décret, allez, on va dire que c'est un décret. Staline a pondu un décret visant à compter de ce jour, ce groupe de chasse français ne s'appellera plus Normandie, mais Normandie-Niemen. Le numéro 14 dans le ciel est donc aux couleurs de l'avion de Lefebvre. Lefebvre qui était le second meilleur scoreur du Normandie après Marcel Albert. Non, à la haute noblesse française. Il y avait de quelque chose, autant que vous voulez. Et nous, on avait un bon copain qui était commandant de bord à Air France, qui était le frère de quelqu'un.
Et donc mon Jaco, la veille de son premier vol, s'était confié à un de ses collègues, je me demande si c'était pas Roger Sauvage d'ailleurs, et l'autre lui avait littéralement bourré la tête en disant bah écoute, voilà, tu vas monter, tu vas faire ça, il va se passer ça, tu vas faire ci, il va se passer ci, etc. Il lui avait simulé son premier vol en le lui racontant. Jaco était monté dans l'avion mort de peur, il avait mis en route, et finalement une fois en l'air, ben, ça s'était passé à peu près comme l'autre avait dit que ça se passait. Et donc Jaco était devenu chasseur à part entière à l'époque, je crois que c'était Pouillade qui était le commandant, et Pouillade lui avait dit en le regardant descendre de l'avion, il dit non, tu as vu là, oui, il n'y a plus de commentaires. C'était des trapèzes en tube de métal sur l'aile supérieure. Et donc sur les trapèzes, adossés au trapèze, vous mettez deux filles, très jolies si possible, et puis très sportives aussi. La plupart des filles qui montent sur les ailes des Stearman, elles sont quelques-unes à participer au travail des Breitling Wing Workers. Elles sont toutes quasiment gymnastes de haut niveau, elles ont toutes fait de la danse classique, elles sont costauds parce que quand vous êtes debout sur l'aile, vous avez quand même un courant d'air qui varie entre 90 km/h dans les sommets de boucle et dans les bas de boucle, vous êtes à 230. Et à 230 à l'heure, dans le vent relatif, vous avez des joues qui commencent à faceiller En plus, il vous faut avoir l'estomac bien accroché, parce que quand vous êtes sur l'aile, debout sur l'aile, surtout à l'envers, avec le pied en haut, la tête en bas, et que l'abruti qui est assis dans le cockpit au-dessous de vous, il tire, il pousse, il tire, il pousse, il vous fait du quasiment 0G dans les sommets de parabole. Pour les pilotes, la vie est pas facile. Pourquoi? Parce que tout le monde, évidemment, n'a Dieu que pour les deux filles sur les ailes. Les pilotes, on les voit à peine, et pourtant, ils ont du boulot. Et profilés soient-elles, ça fait quand même ça. Les avions sont un peu handicapés par ces superbes aérofreins installés au-dessus de l'aile supérieure. Alors lorsque vous êtes dans l'avion, assis normalement dans l'avion, que vous faites un virage comme ça, vous êtes déjà envoyé au fond du siège. Maintenant, quand vous êtes debout sur l'aile de l'avion, ou couché, ou avec les pieds à la lune, etc., et que vous vivez un virage comme ça, ça fait des sensations, semble-t-il. Ce qui est très étrange d'ailleurs dans la réglementation, vous savez que la réglementation aujourd'hui en matière d'aviation est extrêmement sécuritaire. Donc, comme il s'agit de travail aérien au plan légal, lors du décollage et de l'atterrissage, les passagères ont l'obligation, n'importe quel passager d'avion libre, d'être assise et attachée dans l'avion. Ce qui fait que, c'est là que ça devient kafkaïen, elles sont assises attachées dans l'avion au décollage, puis elles se détachent,
elles montent debout sur le siège, elles montent du siège debout sur le pare-brise, non attachées, elles se tiennent au tube, elles se hissent sur l'aile, arrivées sur l'aile, elles mettent de nouveau la sécurité, elles sont attachées à l'avion. Mais pour à la fin du vol, vous verrez tout à l'heure, avant l'atterrissage, elles se détachent du bâti, elles descendent en se tenant d'une main à l'avion, l'autre main elles continueront à faire bonjour bonjour, elles descendent avec les pieds sur le pare-brise d'abord, ensuite elles descendent dans le cockpit en essayant de ne pas marcher sur le manche de la place avant, parce que c'est des avions à double commande, et ensuite donc elles s'installent sur le siège où elles s'attachent à l'atterrissage. Incontournable de l'aviateur avec un majuscule de légende. Toujours est-il que Breitling a toujours participé de manière extrêmement active. Et c'est parti en Tonoa que j'aime pas ça. Breitling a toujours participé donc à un certain nombre de numéros d'activités ou d'exploits ou d'entreprises en matière d'aviation étonnante. Bertrand Piccard avait fait le tour du monde à bord du Breitling Orbiter 3, après avoir loupé 2 tours du monde à bord des Breitling Orbiter 1 et 2. Et donc c'était Breitling qui avait intégralement financé qui est financé par Breitling et sponsorisé par Breitling et qui est la plus grande patrouille acrobatique sur jet, la plus grande patrouille acrobatique privée sur jet. Et vous avez également donc les Breitling Wingwalkers, ces deux demoiselles, vous voyez, elles sont détachées, assises sur l'avant de la voilure en se tenant d'une main, et puis maintenant il va falloir qu'elle se laisse glisser doucement sur le dessus de l'aile pour descendre dans le cockpit avant du steerman pour s'asseoir et s'attacher pour l'atterrissage.